Bonsoir à tous, Thibaut Bagnères, chef de projet Impact à la Métropole de Lyon. On va vous parler évidemment d'impact sur cette séquence. Tout d'abord, je vais vous parler de l'impact à la Métropole de Lyon, pourquoi on est venu à ce sujet et ce qu'on y fait. On a commencé à traiter du sujet en mars-avril 2021 et le premier sujet qui nous a été demandé, c'est de travailler sur une plateforme de mesures d'impact territorial. Donc vous allez me dire pourquoi une métropole s'intéresse à ce sujet. En fait, avant, on va dire, basiquement, on s'occupait de l'accompagnement des entreprises dans leur croissance économique pure. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de croissance qui a du sens. Donc en gros, c'est comment on prend en compte la croissance soutenable, comment on prend la croissance, la résilience territoriale. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre dans cet outil, sachant que cet outil a plusieurs vertus. Le premier, c'est d'aider les entreprises à évaluer leur niveau de maturité sur le sujet de l'impact. Donc, où j'en suis en termes d'impact environnemental, en termes d'impact social, en termes de bien-être, en termes de souveraineté économique. Et derrière, d'aider les entreprises à identifier des axes de progrès et donc de les accompagner dans leur démarche d'amélioration de leur impact. Alors, l'outil qui a été mis en place par la métropole de Lyon a plusieurs caractéristiques. Le premier, c'est qu'il regarde les impacts de l'entreprise sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, vraiment, on est sur l'impact territorial. Le deuxième sujet, c'est que l'outil est à la fois global et local, donc global à plusieurs niveaux. Donc, par rapport à des outils existants, donc l'outil traite de plusieurs typologies d'impact. Donc, comme je l'évoquais, l'inclusion, la justice sociale, la souveraineté économique, la viabilité environnementale, la santé et le bien-être. En transversal, on a des sujets autour de l'impact territorial et on a également deux leviers qui sont les activités à impact et les coopérations, la gouvernance. Le deuxième sujet, donc global, donc par rapport à l'ensemble des typologies d'impact, mais également par rapport au fait qu'une entreprise elle peut se trouver sur le territoire de Lyon ou ailleurs, et on regarde les décisions qui sont prises par l'entreprise dans sa globalité, mais qui ont des impacts sur le territoire. Et puis ensuite, on a des questions locales. Donc typiquement, est-ce que vous êtes partenaire de la HR 2000, qui est une dynamique sur le territoire sur l'inclusion et la justice sociale? Êtes-vous partenaire du PCAET, donc Plan Climat et Énergie Territoriale? L'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises à se poser des questions en termes d'impact, de leur montrer les dynamiques en cours sur le territoire, les offres d'accompagnement sur le territoire. Mais c'est également, ce qu'il faut avoir dans le viseur, c'est que c'est un outil gratuit fourni par la métropole de Lyon pour vous aider à prendre en compte ce sujet dès le démarrage de la création de votre entreprise, ou même si vous êtes déjà créé, vous posez des questions pour l'année à venir, les mois à venir, etc. L'autre point, c'est qu'on a le système s'adapte à la taille de l'entreprise, donc on a des questions qui sont liées pour les TPE, PME, on a des questions pour les ETI, pour les grandes entreprises, etc. L'outil, ce qu'il faut avoir dans le viseur, c'est que les entreprises restent propriétaires de leurs données. Donc la métropole n'a pas vocation à les utiliser en tant que telles, ou en tout cas s'interdit de les communiquer, etc. Par contre, ce que s'autorise la métropole, c'est de les analyser dans leur globalité pour en retirer des grandes tendances et adapter son offre de service pour mieux vous accompagner. L'autre point, la particularité de cet outil, c'est qu'il s'adapte aux évolutions réglementaires. Donc on va avoir des questions aujourd'hui qui vont un peu au-delà de la réglementation, mais demain, si la réglementation change, on changera les questions, on l'adaptera, etc. Et ce qu'on est en train de travailler également, c'est on travaille sur des grilles sectorielles, donc adaptées à différents secteurs d'activité. Donc je vous propose maintenant que je vous ai présenté l'outil de mesure d'impact et la dynamique mise en place par la métropole de Lyon, de vous présenter les différents intervenants de cette séquence. Et je vais commencer par Emeline Stevenhart. Vous êtes directrice scientifique de l'Impact Tank. Qu'est-ce que l'Impact Tank? Qu'est-ce que vous y faites? Comment vous accompagnez les entreprises sur le sujet de l'impact? Merci beaucoup. Donc l'Impact Tank est un think tank qui a 18 mois d'existence. Sa vocation, c'est d'identifier les innovations sociales qui font la preuve de leur impact et grâce à cette preuve, de les aider à grandir, à se diffuser à grande échelle. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de pépites en France, alors des startups à impact, mais aussi des associations avec un fort impact, mais qu'on a du mal à faire remonter cette richesse-là
parce qu'il y a un manque de mesures, mais une fois qu'il y a les mesures qui sont réalisées, il y a aussi un manque de courroie de transmission vers les décideurs publics et privés pour soutenir la croissance à grande échelle de ces initiatives. Donc c'est ça la mission de l'Impact Tank, c'est d'aider les structures à mieux rendre compte de ce qu'elles font et de ce qu'elles produisent comme valeur sociale, environnementale et économique, et aider les décideurs à investir. Alors ça peut être sous forme de subvention ou financièrement, et on a le développement de l'impact investing, dans des solutions à fort potentiel d'impact positif dans l'avenir. Donc voilà ce qu'on fait, on a une approche par thématique et aussi par type de structure. Sur la question des entreprises, alors c'est assez étonnant, c'est que moi j'ai commencé dans le pur secteur associatif il y a 12 ans sur les sujets de mesure d'impact et ce n'était pas un sujet qui était abordé par les entreprises. C'est un buzzword depuis 2-3 ans, donc c'est impressionnant de voir comment un sujet un peu de niche s'est diffusé dans l'ensemble de la société et de l'économie. On parle maintenant aussi de potentiellement demain une économie dite à impact. Derrière cette notion-là, c'est un changement aussi des logiques de performance. C'est quoi être performant pour une entreprise? On sent bien que l'encontre de résultats, la performance actionnariale, etc., ça atteint un peu ses limites et que nos systèmes comptables ne captent qu'une petite partie de la valeur, de la richesse créée ou détruite par les activités, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Elle peut être lucrative ou non lucrative. Donc il y a vraiment un sujet de quoi on va rendre compte demain, alors qu'il y a des urgences climatiques, alors qu'il y a des inégalités sociales fortes. Voilà, on est tous au courant de la situation actuelle qui est objectivée aussi par les chercheurs. Donc comment penser l'entreprise de demain pour qu'elle soit innovante, ce qu'on attend de vous aussi, d'imaginer les jobs de demain, les besoins, les services de demain, ça bouge en permanence, mais en même temps, comment le faire de manière responsable, consciente des enjeux, en apportant des réponses à ces enjeux-là, et pas en les aggravant. C'est un peu tout ce qu'on cherche à faire, de manière à la fois utopiste, mais ça ne peut pas être utopique parce que les urgences, elles sont là. Donc il faut rendre réelle cette utopie. Sinon, on va un peu collectivement droit dans le mur. Je préfère être direct, hein, parce qu'on n'est plus trop dans le temps de la discussion. On sent qu'il y a des urgences malgré tout. Donc, qu'est-ce que l'impact? Comment une entreprise peut agir en faveur de l'impact? Il y a 3 façons, 3 degrés d'agir. Un, c'est identifier et essayer de limiter ces effets négatifs. Parce que l'impact, il est aussi négatif. C'est dans toute votre chaîne de valeur, que ce soit les matières premières que vous utilisez à un moment ou à un autre, ou les approvisionnements, vos achats, dans la manière de produire et la fin de cycle des produits ou de services, des produits que vous proposez, ou les usages et services que vous allez développer. Comment vous pouvez avoir une plus grande responsabilité à toutes les étapes de cette chaîne de valeur et embarquer aussi les autres acteurs de votre chaîne de valeur ou de votre filière pour une plus forte exemplarité. C'est des sujets aussi qui demandent pas mal de coopération. Si on est dans la concurrence sur ces sujets-là, pareil, on ne va pas apprendre les uns des autres et il est temps d'agir collectivement sur ces questions-là. Donc il y a le fait déjà de limiter ces effets négatifs, notamment environnementaux, et aussi tout ce qui concerne les conditions de travail décentes, voilà, essayer de soi-même être exemplaire dans par exemple, l'égalité le traitement des discriminations, les égalités de genre. Deuxièmement, il y a le fait, au-delà des effets négatifs, d'essayer d'avoir un impact positif sur la société, mais sans transformer son modèle économique directement. Donc ça va être des actions plus ou moins liées, plus ou moins annexes au cœur de métier, avec la mise en place par exemple d'une fondation ou des actions de mécénat qui vont permettre, en plus de l'activité classique, de dédier des ressources humaines ou techniques, etc., à des projets à impact positif. Ça peut être au titre de l'entreprise, mais aussi du ou des fondateurs. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait fortement connaître sur ces sujets-là ces dernières années, c'est Alexandre Mars, qui, de sa fortune, a en effet monté une fondation qui s'appelle la Fondation EPIC, et il encourage ce qu'on appelle le Giving Pledge, c'est-à-dire que le jeune starter, engagez-vous, lorsque vous allez revendre votre boîte dans quelques années, à dédier un pourcentage de la fortune qu'on espère que vous allez obtenir à un engagement philanthropique, sociétal, avec ou non à la fondation EPIC, bien entendu. Donc c'est vraiment cette logique de comment je partage aussi mes ressources, la valeur créée ou la valeur que je vais créer demain pour contribuer à un monde plus soutenable. Et la troisième façon d'être une entreprise à impact, une organisation à impact, c'est de se créer en fonction d'un enjeu sociétal.
ou de problématiques sociétales. C'est votre essence même d'être là, c'est d'être une entreprise dite à impact. Il y a le mouvement Impact France qui regroupe, coordonne ces entreprises dites à impact et dans laquelle il y a aussi toute la mouvance de Tech for Good. Donc c'est les Too Good To Go, c'est Phoenix, c'est Label Emmaüs, c'est comment je réponds pas à un enjeu, un besoin entre guillemets marketing, mais je réponds à un enjeu, à un besoin sociétal et j'arrive à trouver un modèle économique qui fait que c'est viable, tout en ayant une finalité sociale supérieure à la finalité financière et économique. Donc ça, c'est la troisième façon de faire, c'est d'être directement dans une logique d'impact et le secteur associatif est de fait représentatif de cette tendance historique d'essayer, même sur les acteurs privés, de répondre à nos enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, merci Emeline. Donc, si je résume, il y a plusieurs manières d'avoir un impact. Limiter les externalités négatives, développer une solution impact ou avoir un modèle économique pour répondre à un problème de société. Merci. Donc, une deuxième question. Donc, le monde est confronté à de nombreuses problématiques, crise sanitaire, changement climatique, injustice sociale, crise énergétique, cybersécurité, etc. Bon, je suis d'accord, c'est pas très positif, mais quelle est votre analyse du contexte et en quoi cela représente une opportunité pour entreprendre et développer des solutions impact, justement? J'ai du mal à penser en termes d'opportunité, hein, bien sûr, quand on parle de ces sujets-là. Je trouve que c'est l'opportunité d'entreprendre de manière responsable et de manière alignée avec ses valeurs. Je pense que tous, en fait, quand on a 20 ans, on a un peu envie de faire fortune pour certains, mais pas tous. Mais aujourd'hui, on a aussi envie de contribuer à un monde plus juste et plus durable. On est un peu angoissé par rapport à notre avenir, on est un peu angoissé par nos futurs enfants, nos enfants actuels. Et je pense que si on peut avoir des jobs qui alignent à la fois le fait d'être un entrepreneur, de développer une organisation, d'avoir des équipes, etc., d'avoir l'impression de se réaliser dans son métier, et de réaliser quelque chose, et qu'en plus on le fait de manière alignée avec ses valeurs, je pense qu'en fait, on a un peu tout gagné. Donc, si on pouvait avoir des opportunités de ce type-là, c'est super. Après, une opportunité très concrète, c'est qu'il y a aussi derrière, il y a des financements. Il y a des financements à impact qui commencent à voir le jour. Il y a même maintenant des financements plus classiques qui vont être conditionnés aussi à vos pratiques responsables. Donc, il y a je vous épargne les taxonomies vertes ou sociales européennes, mais il y a quand même des classes d'activités qui vont être considérées comme vertueuses et d'autres dommageables et qui vont avoir... Certaines vont être privilégiées dans l'accès à des financements et d'autres qui vont, à un moment, vont ne plus avoir les financements recherchés puisque ça ne va plus être dans les critères de financement. Bon, après, voilà, on a encore un peu de chemin pour que les banques respectent aussi leurs propres engagements sur ce sujet-là. Mais donc, il y a aussi voilà, tout le courant de l'impact investing qui se développe où il y a des nouveaux viviers en fait, de types de financement. Super. Merci beaucoup. Juste peut-être pour compléter les propos sur l'impact investing, je reprendrai juste, récemment, le dirigeant du fonds souverain norvégien disait en gros toutes les entreprises qui ne prendraient pas en compte les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, ne trouveraient pas de financement. Mais en tout cas, vous en tant que start-up, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Marion Ranvier, vous êtes directrice de la fondation Content Square. Concrètement, que fait cette fondation et pourquoi avoir créé cette fondation ? Alors, la Fondation Content Square aujourd'hui œuvre pour l'inclusion numérique et pour un web accessible. La création, il faut que je revienne à la genèse de mon propre projet entrepreneurial. En 2018, j'ai créé une start-up qui avait pour mission de rendre le web plus accessible. Étant moi-même dyslexique, c'est un sujet qui me touche particulièrement et je me suis intéressée finalement plus globalement quel était le comportement des utilisateurs en situation de handicap en ligne. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait déjà pas personnaliser son confort de lecture en ligne et qu'il y avait très peu de sites accessibles. Juste quelques chiffres, aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap, ce qui affecte finalement leur navigation et leur compréhension du contenu en ligne. Et à contrario, 70% du web n'est pas accessible. Donc, j'ai décidé de me lancer, donc développer un produit, une start-up sociale à impact, en tout cas pour essayer d'œuvrer pour un monde digital plus inclusif. Et en 2020, j'ai rencontré Jonathan Cherki. Jonathan Cherki, c'est le fondateur et CEO de Content Square. Pour ceux qui ne connaissent pas Content Square, c'est le leader mondial de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on
on collecte des millions de données pour comprendre le comportement des utilisateurs en ligne et faire des recommandations à nos clients. Et donc, quand on travaille sur l'expérience utilisateur, finalement, l'accessibilité numérique, ça fait pleinement partie de l'expérience utilisateur. Et lors de notre rencontre, je lui ai exposé les chiffres que je viens de vous dire à l'instant, et il n'en avait pas conscience. Et donc, très vite, on a commencé des discussions avec une vision commune. Et donc, Content Square a acquis ma société en 2020. Et la fondation Content Square émane en fait de cette discussion et de cette vision commune, parce que Jonathan Cherki a souhaité aller plus loin pour promouvoir ce sujet qui est aujourd'hui pas assez connu, de parler d'inclusion numérique et aussi d'œuvrer en tant que mécène, que donateur pour avoir un réel impact tangible et accompagner des associations, des fondations, la recherche et la science pour créer des solutions pérennes, durables, pour un monde plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Super. Jean Go, bonjour. Vous avez co-créé Connexio pour répondre à un défi sociétal. Comment vous est venue l'idée? Pourquoi ce défi? Et comment vous y êtes-vous pris? Donc bonsoir à tous et à toutes, ravie d'être ici. Je dirais en fait j'ai plutôt un parcours aussi atypique sur la création en fait de Connexio, parce qu'il y a 5 ans en fait, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici en fait en création, en lancement d'un projet d'entrepreneuriat social, je n'aurais pas cru. Surtout aussi sur le fait, à la base j'avais plutôt un parcours de chercheuse. Je suis venue en France pour faire des projets vraiment qui portaient sur l'inclusion des publics vulnérables, mais d'un point de vue plutôt académique, où on faisait des évaluations économiques sur des différentes interventions de santé publique, différents programmes vraiment en fait pour aider des personnes sur différentes interventions. Et c'était en fait à travers en fait 2 ans de recherche sur le terrain. J'ai interviewé beaucoup de personnes et en 2015, c'était surtout des personnes en situation qui étaient des personnes réfugiées, des migrants. Et je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup en fait des histoires qui sont remontées, que c'était des personnes qui sont arrivées ici 2 mois, 8 mois, 2 ans, 4 ans, et même s'ils avaient accès à des services de première ligne, logement, services de santé, ils avaient vraiment rencontré un mur quand ça parlait en fait d'intégration plus long terme, sur l'insertion socio-professionnelle, sur les compétences pour vraiment aller plus loin dans leur parcours. Et donc pour moi, juste avant de venir en France, j'étais dans la tech. En gros, j'avais fait mes études à Stanford et j'étais toujours entourée par ces sujets tech. Et pour moi, c'était évident que n'importe où on va aller aujourd'hui, le numérique a vraiment un rôle important à jouer. Je pense qu'on a tous vu ça aussi avec la crise Covid. On n'aura pas en fait pu passer de côté en fait le numérique, parce qu'on l'utilise pour tous les sujets en fait de la vie quotidienne, la vie professionnelle aujourd'hui. Mais ça se trouve en France, c'est 13 millions de personnes qui sont considérées comme exclues du numérique. Ça, c'est 1 sur 5 personnes. Après, on peut définir ça d'une manière différente. Il y a les enjeux d'accessibilité, bien sûr, et il y a les enjeux des personnes qui ne sont pas équipées, qui n'ont pas en fait une bonne connexion, et des personnes qui en fait maîtrisent pas bien ces outils. Je pense que c'est important aussi, parce que même si on est équipé avec un smartphone, avec une tablette, ça ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui on maîtrise bien ces outils pour la vie professionnelle, pour vraiment en fait pouvoir aller plus loin. Et donc aujourd'hui, Connexio, on ouvre pour l'inclusion numérique justement, mais surtout à travers des parcours de formation, l'accompagnement aussi. Et notre enjeu, c'est vraiment d'aider des personnes de toute situation. Aujourd'hui, on travaille avec des personnes réfugiées, avec des jeunes décrocheurs, des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, de plus en plus, on travaille avec des personnes qui sont en situation d'emploi, mais dans leur travail actuel, ils doivent faire face à la digitalisation. On sait aussi, depuis la crise Covid, on a sauté 7 ans dans le futur en termes de digitalisation. Donc c'est énorme pour les personnes et c'est important pour nous. La mission en fait globale de Connexio, c'est d'assurer qu'il n'y a personne laissé de côté, surtout quand on parle de toutes ces tendances pour accélérer nos vies, la société. Et d'autre côté, il y a quand même beaucoup de monde qui soit exclu de cette ère numérique. Donc comment on fait en sorte qu'on aide toutes les personnes de faire partie de notre société, d'avoir les bons outils, les bonnes compétences
Et comme ça, je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin en étant solidaires et de faire des choses ensemble. 20%, waouh, c'est énorme, un cinquième de la population. Du coup, il y a différentes typologies de personnes. Comment vous segmentez? Parce que c'est énorme. Oui, c'est une bonne question. Souvent, quand on parle sur les questions, les premières choses, en fait, les personnes disent, c'est « Ah, ça doit être les seniors ». Et ce n'est pas du tout vrai parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi avec les jeunes. Les jeunes 18-25 ans, quand on travaille avec eux, ils sont très rapides sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez nommer, TikTok, Snapchat, mais qu'on les demande, surtout ceux peut-être qui sont dans les QPV, qui travaillent, qui sont en fait partie des personnes aidées par les missions locales, ils n'ont pas les bonnes maîtrises pour tous les outils en fait, de la vie professionnelle. Et c'est important aujourd'hui parce que 86% de toutes les démarches de recherche d'emploi, les entretiens visio, ça passe qu'en ligne. Et si on n'a pas aussi les codes sociaux, comment en fait on rédige un mail, comment en fait on va réseauter sur LinkedIn, si on n'est pas en fait on n'a pas ces astuces, c'est vraiment des freins énormes pour aller vers le marché d'emploi. Et on a des personnes qui n'ont pas en fait justement les mêmes avantages. Donc souvent en fait aujourd'hui on aide des personnes, on dit à tout niveau, à toute génération. Et en termes de compétences aussi, on a des personnes qui vont vraiment sur les premiers niveaux d'inclusion numérique. Aujourd'hui Connexion on propose des parcours certifiants pour aider des personnes aussi à aller vers les métiers numériques parce que c'est un secteur porteur d'opportunités, mais c'est aussi pas ouvert à tout le monde aujourd'hui. Quand on parle en fait et pense en fait à la personne typique dans le monde tech, on a en fait une image en tête et pour nous l'objectif c'est de briser ces stéréotypes parce qu'aujourd'hui dans le secteur numérique on parle de 30% des femmes et souvent si on creuse ces détails c'est plutôt des femmes dans des fonctions support. Si on parle encore des métiers cybersécurité, c'est 5% des femmes dans le métier aujourd'hui. Donc on voit il y a des grosses divisions, des disparités quand on parle de justement l'égalité ou l'opportunité pour tout le monde dans les secteurs. Donc comment on fait en sorte que des talents issus de tout parcours, tous les ans, ils ont une chance d'aller plus loin et de vraiment en fait pousser plus loin leur parcours de réussite professionnelle. Super. Marion, la Fondation Content Square contribue justement à l'inclusion numérique. Dois-je en conclure que vous contribuez à rendre la société plus responsable et à la transformer? En un sens, oui. J'aimerais citer d'ailleurs Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, qui disait que le web réside dans son universalité et qu'en gros, tous les aspects du web doivent être créés pour des personnes en situation en incluant les personnes en situation de handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, on revient un peu au fondement même du web. On pense tous que le web a été créé, il nous a permis d'ailleurs de faire de grandes choses et on l'utilise en permanence. Mais aujourd'hui, il faut être inclusif. Les personnes en situation de handicap que je vous ai citées, c'est la plus grande minorité du monde. Donc comment on a une démarche inclusive pour permettre finalement l'accessibilité à tous. Tu parlais, Jean, de la pandémie, en tout cas, qu'on a pu vivre. Ça semble une hérésie de se dire qu'1 milliard de personnes n'ont pas accès au contenu en ligne. Et donc aujourd'hui, la Fondation Content Square travaille sur 3 piliers. L'accès à la culture et à l'éducation pour tous. Donc on développe des solutions et des produits pour permettre aux élèves dyslexiques ou ayant des difficultés visuelles d'adapter tout type de documents numériques, donc des sites web ou des documents numériques type Google Doc. Ensuite, on travaille sur, comme je vous l'ai dit, la recherche, comment on va plus loin grâce à la data de Content Square, comment on utilise cette data pour aussi avoir une mission inclusive jusqu'au bout, pour comprendre les comportements des personnes en situation de handicap, quitte même demain à prédire et à détecter en amont des dégénérescences maculaires ou des cataractes. Et pour finir, le 3e pilier, finalement, c'est l'évangélisation et le training. On crée en fait des modules pour sensibiliser toutes les parties prenantes parce qu'on a souvent tendance à croire que l'accessibilité numérique, c'est l'affaire des développeurs. Or, pas du tout. C'est vraiment un sujet transverse qui doit être pris à bras-le-corps par toutes les équipes. Donc, notre enjeu aujourd'hui est de sensibiliser réellement toutes les parties prenantes et d'amorcer un mouvement de transformation. Et donc, on souhaite être un peu un point de rendez-vous pour donner toutes les bonnes pratiques liées à l'accessibilité numérique pour tous en créant ce mouvement
doucement et en disant que c'est un long chemin, mais en toute humilité, voilà comment nous on s'y prend et comment on fédère pour embarquer aussi d'autres parties prenantes avec nous pour amorcer ce changement. Super. Emeline, en introduction, vous disiez qu'il y avait plusieurs manières de faire de l'impact, le fait de limiter ses externalités négatives, le fait d'avoir un modèle économique à impact, le fait de développer des solutions à impact. Jean, donc on a clairement compris que vous contribuez que vous développez, proposiez des solutions à impact. Comment vous assurez-vous que votre organisation, au-delà de développer des solutions à impact, est responsable dans ces modes de faire ? Je peux commencer. Pour nous, je pense qu'on réfléchit en fait dans plusieurs manières. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 40 plus, entre 40 et 50 personnes dans l'équipe. Donc, pas énorme, mais on essaie quand même de prendre, en fait, dans les valeurs de Kinexio, l'inclusion et la diversité fait partie. Et donc, pour nous, on a commencé avec notre équipe. Parce que pour vraiment, en fait, créer un monde dans lequel on veut vivre, on veut aussi que les équipes représentent ces valeurs et ces talents. Donc, pour nous, dans les équipes, on est 55% des femmes, par exemple. On a 7 nationalités. On a une gamme d'âge de 22 jusqu'à 58 ans. Et pour nous, on a vraiment des personnes avec des expertises très variées qui va de la pédagogie jusqu'à la spécificité auprès de certains de nos publics et qui sont présents dans 4 pays aujourd'hui. Donc pour nous, chez Kinexio, on avait incarné ça déjà en fait par les équipes et de vraiment recruter pour la diversité, pour des personnes qui connaissent aussi bien les besoins de nos publics en face. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais la deuxième chose, c'est aussi on essaie de faire des efforts à un autre niveau sur plutôt en fait justement on parlait en fait des enjeux de sensibilisation des équipes. Pour nous, on a sur les process dans les équipes par exemple, on a plus en plus ce lien de rapprocher la transition écologique et le numérique. On a commencé par nos programmes en soi, comme on a des programmes pour former des futures générations des développeurs. Donc on a commencé en fait en ajoutant des modules sur l'éco-conception parce que c'est des sujets, on sait tout le monde que c'est plutôt en fait des belles choses si on arrive à créer des sites ou des applications mobiles qui sont en fait éco-responsables. Mais l'enjeu, c'est souvent on ne sait pas quelles sont les petites astuces. On peut faire en sorte, par exemple, le fait de en fait, faire moins des rappels au serveur en fait de base de données. Comme ça, en fait, le code sera un peu plus efficace et sera plus rapide. Il y a pas mal beaucoup de petites astuces. Pour nous, en deuxième, sur tout ce qui est les achats, déjà en fait on prend des ordinateurs réconditionnés dans nos équipes et après pour nos apprenants, ce qu'on a aussi fait apprendre, c'est beaucoup de fois au lieu de acheter et acheter en fait les nouveaux ordinateurs, les smartphones, il y a beaucoup des choses assez rapides, des quick wins que vous pouvez faire pour continuer en fait à utiliser ou maintenir votre équipement actuel. Donc on a en fait ajouté ce type de best practice, ces échanges de bonnes pratiques avec nos équipes et aussi nos apprenants. Et un troisième, je pense pour nous, ce qui est important, c'est tout ce qui est les activités qui ne sont pas juste chez Kinexio, mais aussi hors l'écosystème. Et donc, on essaie de faire, par exemple, des activités de sensibilisation. On avait fait des ateliers qui s'appellent le fresque. Il y avait un fresque du climat pour sensibiliser des équipes autour des enjeux de climat. Il y a maintenant aussi des ateliers qui s'appellent les fresques du numérique, où là, en fait, les équipes peuvent apprendre c'est quoi l'impact environnemental sur, en termes de numérique, sur l'entreprise, dans le quotidien. Et donc, on avait fait participer nos équipes sur ce sujet. Et l'objectif, c'est qu'on co-crée justement des idées, des besoins, des demandes comme ça, pour que justement on favorise les échanges entre nous et on voit comment on peut continuer à améliorer nos programmes. Voilà. Okay. Merci. Marion, Gilles, vous avez mis en avant la nécessité de sensibiliser. Une question complémentaire pour Jean. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter des startups du numérique justement à réaliser une fresque du numérique ? Je dirais que c'est ce qui est assez important parce que je trouve l'exercice est très pragmatique. En fait, c'est des exercices, des ateliers en 3 heures. C'est interactif, c'est un moyen aussi pour les équipes d'avoir un vrai sentiment de création, de participation à quelque chose et d'apprendre. Donc, je pense que ce que j'encourage, c'est pour les équipes, si vous avez des membres, des collaborateurs dans vos équipes qui sont déjà intéressés par ce type de sujet, en fait, la participation pour l'entreprise, c'est vraiment en fait de créer en fait des opportunités de team building sur des thématiques
thématiques assez spécifiques. Je pense qu'on avait fait, et maintenant on a sorti avec plein des nouvelles idées pour comment on peut mettre ça en place chez Connexio. Marion, tout à l'heure, vous nous parliez d'associer les parties prenantes. Dans une démarche d'impact, il faut fixer des objectifs, associer les parties prenantes, puis évaluer et mesurer l'impact. Quels sont les objectifs de la Fondation Content Square et comment vous associez les parties prenantes du coup ? Alors, nos objectifs, comme je l'ai dit, c'était de créer un mouvement et d'initier cette transformation. Il est difficile finalement d'avoir des mesures d'impact et les mêmes KPIs que sur la partie business, sur une partie philanthropique. Donc nous, aujourd'hui, on va se baser sur les piliers que je vous ai cités en préambule et voir en fait avec qui on arrive à amorcer cette transition, qui sont les partenaires aussi bien côté profit que non-profit qui ont envie d'œuvrer avec nous. Je vous invite d'ailleurs à assister à une conférence qu'on donne le 16 juin prochain avec des sociétés telles que Microsoft, Sodexo ou Skyscanner qui viennent nous parler de leur transformation à l'échelle de leur entreprise et comment ils ont initié cette transformation. Donc, il y a bien sûr toute la sensibilisation qu'on va mettre en place et après il y a les trainings qu'on lance où là on va mesurer finalement la diffusion, la conversion et l'éducation parce que nous on est beaucoup sur éduquer, évangéliser donc c'est compliqué aujourd'hui de réellement le mesurer dans l'aspect philanthropique mais si je peux faire un parallèle, aujourd'hui Content Square prend la parole avec la Fondation sur le sujet de l'accessibilité numérique donc on doit aussi d'être exemplaire en tant qu'entreprise et donc on a défini plusieurs streams. Aujourd'hui, par exemple, en interne, on met en place une politique d'inclusion, comment on recrute des talents et comment on a un parcours inclusif de l'onboarding à la présence sur le poste de travail. On travaille sur l'accessibilité de nos sites et de notre plateforme SaaS. Et pour être honnête avec vous, c'est un travail assez conséquent et complexe. Donc, il y a aussi cette transformation au sein même de l'entité. Et puis après, comment on accompagne nos clients, les clients de Content Square et de la Fondation, à amorcer cette transition. Donc aujourd'hui, on va essayer de le mesurer sur différents streams. Mais effectivement, sur la partie philanthropique, c'est assez compliqué d'appliquer des KPIs type business. Okay. Il y a une partie prenante qui est assez particulière, qui est l'environnement. Elle a pas de... C'est une partie prenante en tant que telle, mais elle n'a pas de voix. Comment vous la prenez en compte à la Fondation Content Square ? Alors aujourd'hui, c'est une fondation monocause, donc dédiée à l'accessibilité numérique. Mais chez Content Square, on vient de créer un département Impact. Kat Borlogan, qui est l'ex-présidente de la French Tech, nous a rejoint pour développer en fait cette mission à impact avec d'autres actions type environnement, sustainability, data privacy. Donc c'est un parcours, une journée qu'on est en train de mettre en place. Comment on véhicule ce message et vous voyez il n'y a pas de moment parce que Content Square a été créé il y a une dizaine d'années et on est en train de se structurer dans notre hypercroissance pour voir comment on peut créer de l'impact aussi bien pour nos clients que pour nos collaborateurs que dans nos offres donc c'est comme ça qu'on essaye aujourd'hui d'amorcer cette transition au global aussi bien sur l'environnement que l'inclusion numérique. Jean, j'ai vu sur votre site internet que Connexio avait des objectifs importants. Je vous laisserai nous les partager. Donc, quels sont-ils et en quoi cette recherche d'impact diffuse-t-elle dans l'ensemble de votre entreprise et de votre business model, justement ? Donc d'ici les prochaines années, ce qu'on voulait attendre, parce que là on a déjà réalisé plus de 3000 parcours de formation. On est déjà présente dans 4 régions en France, une quinzaine de villes et on a 40 sites opérationnels dans lesquels on a nos activités de formation. Mais dans le futur, notre objectif c'est de encore justement en fait améliorer notre capacité de livrer l'impact à travers nos formations et l'accompagnement des publics. Et donc notre objectif c'est d'attendre en fait 10 000 personnes d'ici les prochaines années. Et pour ce faire aussi, pour nous, l'objectif c'est de déjà voir que les besoins en termes d'inclusion numérique ne sont pas les mêmes pour les différentes personnes qui arrivent chez nous. Et donc c'est de bien segmenter ça en fonction de besoins. Et donc par exemple sur les programmes solidaires chez Connexio, ça c'est des parcours qui vraiment visent l'alphabétisation numérique, vraiment l'acquisition de compétences de base, ce qui est assez important. Et on fait un peu ce qu'on s'appelle
la médiation pour aider des personnes vraiment sur les premières démarches assez importantes. On a aussi des programmes certifiants et ça, on vise vraiment en fait l'acquisition des compétences sur un nouveau métier pour vraiment aider des personnes qui peuvent être en situation de reconversion professionnelle pour aller en fait vers tout autre métier. On avait eu des personnes qui étaient anciennement des plombiers, des coiffeurs et maintenant qui sont des développeurs et des techniciens de système et réseau. Pour nous, on veut vraiment aider des personnes de réaliser leur full potential. Et en dernier, nos activités va commencer en fait à viser de plus en plus l'accompagnement aussi des plus petites entreprises sur les mêmes enjeux parce qu'on voit en fait les outils changent, les modalités changent et nous, on a aussi cette capacité d'aider des structures sur des besoins un peu plus précis. Et donc pour nous, l'objectif c'est en fonction d'activités et les besoins des publics qui viennent chez nous, de faire ce diagnostic, de les orienter dans un parcours. Et ensuite, en fait, à travers le modèle économique, on a en fait différents justement en fait types de financement derrière chaque pilier d'activité, qui va des subventions jusqu'à des appels d'offres et justement tout le travail avec les branches professionnelles. Mais je pense de plus en plus, comme on a aussi plutôt cette palette d'offres d'activités de formation, l'objectif c'est aussi de pouvoir diversifier comment justement on va réussir à atteindre ces 10 000 personnes. Super. Du coup, Marion Jean, je reviens sur cette notion de sensibilisation, d'inclusion numérique, etc. Vous avez expliqué le process, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des startups pour les inciter à encore mieux prendre en compte ce sujet de l'inclusion numérique et éventuellement collaborer avec votre association ou votre fondation? Alors nous, on est en train de sortir un training pour connaître les basiques de l'accessibilité. Donc je vous invite à passer cette petite certification. On en apprend effectivement beaucoup. Et puis après, n'hésitez pas déjà à venir nous rencontrer, discuter avec nous. On sort tous les trimestres des handbooks ou des livres blancs avec les bonnes pratiques, notamment sur le sujet de l'accessibilité, vous l'aurez compris, qui est mon sujet de prédilection. Donc je pense que voilà, soyez curieux et effectivement pour les startups essayez de penser inclusive design first parce que finalement quand on a un site et qu'il faut tout recoder, et ben c'est très compliqué. Donc quand on pense accessibilité numérique ou conception universelle, en amont des projets c'est beaucoup plus simple. Et à titre d'info, j'aime bien prendre cet exemple, la télécommande a été créée pour des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, elle est utilisée par tous. Donc, on voit bien que quand on conçoit un outil inclusif, il peut être, in fine, utilisé par tous les publics. Super. Oui, et de mon côté, comme je pense qu'Nexio, on agit sur plusieurs niveaux d'activité. L'objectif pour certaines, en fait, qui veulent aussi découvrir un peu plus sur nos activités, je pense qu'il y a des opportunités d'engager directement avec nous, soit en fait en recrutant un travail avec nous, avec nos talents. Si vous recrutez aussi des talents dans la tech sur les différents métiers. Et après, derrière ça, je pense que l'objectif, c'est pour nous, pour ceux qui sont basés ici, on sera en fait ravis bientôt d'arriver à Lyon et aussi viser d'autres collaborations plus locales. Alors là, je vais avoir une question liée à une déformation professionnelle. Donc, je travaille sur la mesure d'impact. Dans vos activités, comment vous mesurez l'impact de ce que vous faites? Ce qui est une question pas forcément évidente, très liée à vos activités, mais comment vous mesurez que, en gros, c'est un impact sociétal sur la société de manière sociale, environnementale ou autre? Comment vous le mesurez? Oui. Je pense qu'on a des différents indicateurs qui sont liés directement à nos activités parce que pour nous, c'est de déjà savoir en fait des choses de base, combien de personnes en fait ont pu compléter les programmes, ont pu en fait par exemple passer un titre professionnel et ensuite bien sûr pour nous c'est un peu les sorties positives derrière. Ce qu'on considère en sortie positive, c'est des personnes qui ont fini la formation et qui se trouvent dans une situation d'emploi, une formation qualifiante ou encore on avait aussi des personnes qui sont devenus des entrepreneurs et ont lancé leur propre projet après. Et donc pour nous, ces statistiques aujourd'hui, c'est à 72% 6 mois après la fin de la formation chez Knexio. Et après, pour nous, c'est de vraiment arriver en fait à
plus long terme, extrapoler ces données, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'on cherche, c'est la réinsertion de nos publics, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'autres types d'impact dans l'écosystème aussi, parce que pour nous, quand on crée aussi ces histoires individuelles, l'objectif, c'est des personnes qui vont pouvoir en fait aller aider en fait leur famille, trouver en fait des meilleures opportunités et soutenir leur communauté. Par exemple, on a des personnes qui choisissent aussi de plus en plus parmi nos apprenants de travailler dans des startups justement liées à l'impact, l'environnement. On vient d'avoir en fait une de nos apprenants recrutés sur une plateforme qui aide justement la situation en Ukraine en ce moment. Donc je pense que c'est aussi c'est quoi le fibre en fait d'impact et comment les personnes derrière ils vont pouvoir en fait utiliser les compétences qu'ils avaient acquises pour en fait soit créer d'autres choses ou faire des collaborations, faire des projets qui vont en fait aider d'autres personnes. Et donc pour nous en fait ce qu'on regarde en fait de sens large, c'est non seulement ça, pas juste les sorties positives, mais est-ce que aussi il y a des vraies en fait autres en fait activités ou conséquences qui sont venues justement à travers la formation. Donc je pense que ça c'est des choses plus long terme sur lesquelles on va continuer en fait à suivre. Super. Toujours une question pour vous, Jean. On parlait du financement impact. On sait que quand on crée une start-up, il faut trouver des clients, il faut trouver des financements. Est-ce que d'après vous, le fait d'être une entreprise ou une structure à impact facilite l'accès au financement? Et si oui, comment? Je dirais pour nous, je prends ces questions dans le sens que je pense que c'est pour n'importe quelle entreprise ou structure d'impact, quand on acquiert en fait une certaine expertise, par exemple vis-à-vis certains marchés ou certains publics, je pense que là c'est aussi en fait quelque chose en termes d'avantages on peut en fait accumuler dans le marché. Donc pour nous, je pense depuis ces dernières 5 années, Kenexio acquiert en fait vraiment une vraie expertise en pédagogie pour aider des public en fait d'horizon, du parcours, mais on a vraiment su adapter, déjà diagnostiquer les besoins et ensuite pouvoir vraiment en fait créer des parcours qui soient adaptés aux besoins de nos publics. Et je pense que ça, même commencer avec le sourcing, l'identification des besoins jusqu'à la formation, c'est quelque chose qui n'est pas fait dans tous les centres de formation aujourd'hui, sur lesquels je pense qu'il y a un vrai plus-value, sur lesquels je pense qu'on arrive, par exemple, à gagner des appels d'offres de leur plan d'investissement en compétences, des gros appels d'offres au niveau national. Donc je pense que c'est vraiment la spécificité qu'on amène qui nous aide justement à être en fait plus identifiés pour ce qu'on fait. Mais je dirais en fait à sens large, je pense pour toutes les entreprises qui commencent à réfléchir sur en fait pourquoi j'innove et pour qui j'innove. Je pense que c'est des questions en fait à tous garder en tête. Mais je pense que ça c'est le choix que Kenexio en fait a fait, qui on va aider et comment en fait on va continuer à les aider. Et je pense que ces sujets de compétences de demain, l'évolution des métiers de demain, je pense que ça va juste accélérer et continuer. Et je pense qu'aussi, il y a d'autres acteurs qui sont en fait engagés à nos côtés pour le faire. Vous parlez d'accélérer et continuer sur ce sujet de l'inclusion numérique. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une demande de plus en plus forte des donneurs d'ordre, que ce soit des entreprises, des territoires, etc. Marion, Jean, je ne sais pas comment vous le percevez. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un vrai momentum sur le sujet de l'accessibilité, une vraie compréhension après la pandémie qu'on vient de vivre, qui fait que les choses accélèrent. On en est encore loin. Il faut vraiment comprendre que c'est un des enjeux majeurs. Alors, encore une fois, là, je parle de l'accessibilité numérique, mais finalement, tous les sujets à impact, il faut qu'on se réveille et qu'on prenne vraiment les sujets à bras-le-corps. Et donc, effectivement, en France, il y a des actions qui ont été mises en place par le gouvernement qui imposent notamment que les sites et les plateformes soient accessibles. Je pense qu'il faut aller encore plus loin et essayer d'être encore plus inclusif dans nos méthodes et pas se limiter à des grands groupes et à avoir des lois qui obligent uniquement les grandes entreprises publiques. Mais finalement, il faut qu'on tous ensemble, on crée ce mouvement plus inclusif. Si on sort de l'inclusion numérique, si on va plus largement sur l'impact au sens large du terme, Emeline, selon vous, que manque-t-il aujourd'hui pour que plus de startups intègrent l'impact dans leur stratégie ou dès leur création ? Je pense qu'il y a une question aussi de formation. Moi, je viens d'une école de commerce, certains d'entre vous viennent d'une école d'ingénieurs, etc. Et malheureusement, c'est des bonnes écoles, mais on nous sensibilise que trop peu à ces enjeux sociétaux et environnementaux.
Et peut-être que vous ne vous sentez pas légitime à les aborder, vous n'êtes pas éducateur, vous n'êtes pas du travail social. Pourquoi j'irais travailler avec des migrants? Là, il y a Singa, je ne suis pas légitime, quoi. Je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas l'expertise, je vais peut-être faire plus de mal que de bien, c'est possible. Et donc je vais rester dans ma zone, ce sur quoi j'ai été formée, et les outils qu'on m'a transmis. Et puis une fois qu'une carrière a un peu été choisie, bah, voilà, on a un peu du mal à dévier et à s'ouvrir potentiellement à autre chose, parce qu'on est pris par ce qu'on est en train de mener. Donc je pense qu'il y a la question de la multidisciplinarité, le fait d'enseigner un peu de sciences sociales, un peu sur les enjeux environnementaux dans les cursus qui peuvent être très variés, et croiser les savoirs, les compétences, et puis faire des équipes aussi avec des profils divers, en fait, de recruter des gens qui ne sont pas comme nous, ou travailler aussi avec d'autres profils qui vont vous apprendre en fait ce que c'est que la précarité, l'exclusion, et comment ça marche en fait de réintégrer des personnes qui sont exclues, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'accès à une certaine connaissance et une légitimité à agir sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, c'est possible, mais voilà, on n'a pas toujours les clés. Après, il y a bon nombre d'incubateurs qui sont spécialisés sur les enjeux d'impact aujourd'hui. Donc à Lyon, il y a Ronalpia, en Ile-de-France, il y a Entropia, à Marseille, il y a Marseille Solutions. En fait, donc il faut aussi aller regarder ces incubateurs qui accompagnent aussi l'émergence de startups dites à impact et qui peuvent vous aider à vous avoir des modules de formation un peu complémentaires, un peu différents pour intégrer l'impact dès les origines de la conception de votre projet. Donc, et ça se développe, donc ça c'est une bonne nouvelle pour que les startups puissent intégrer ces sujets-là. Sur la question, ensuite, quand on a décidé d'être une structure à impact, il y a des étapes clés à intégrer, et vous l'avez toutes les deux évoqué, c'est que vous êtes toutes les deux des expertes de votre sujet. Tu as commencé par de la recherche, toi tu as une expertise même personnelle, et donc vous savez de quoi vous parlez. Et donc même si on ne connaît pas le sujet, il faut, comme tous, démarche entrepreneuriale, il faut prendre le temps de connaître son marché. Et là, le marché, c'est des besoins sociétaux et environnementaux. Et donc, il faut aller creuser, aller regarder les racines des problèmes, les racines des enjeux qui sont sous-jacents à telle ou telle thématique. Et ensuite, aller regarder les solutions déjà existantes et voir qu'est-ce qui les trous dans la raquette et comment vous pouvez trouver votre place par rapport à ces trous dans la raquette et à une vraie valeur ajoutée. En fait, il y a des vraies réflexions qui sont très proches d'un business plan un peu classique, mais qu'on va appliquer aux enjeux sociétaux. Et ensuite, ça déroule, c'est définir une stratégie, une organisation, recruter des équipes, mettre en place un système de suivi, mais dont la vocation va être de répondre à ces enjeux sociétaux, en fait. Donc c'est intégrer une variable un peu différente d'autres variables dans son modèle, mais en fait les grandes étapes du modèle restent assez identiques. Voilà, moi j'ai côtoyé donc un incubateur social issu de l'école dont je viens, et en fait une grande partie des choses enseignées étaient très proches de l'incubateur classique de l'école. C'est juste qu'il y avait cette teinte, cette peinture, cette couleur qui était donnée, qui structurait aussi tout l'accompagnement des porteurs de projets, soit en phase start-up, soit aujourd'hui, enfin aussi en phase scale-up. Donc voilà, et puis je pense se libérer, de dire que pour vous aussi c'est possible d'aller vers ce type de projet. Souvent il y a aussi des limitations qu'on se met soi-même, alors que quand on se lance, on voit qu'il y a des rôles modèles aussi qui peuvent être suivis, et c'est bien d'avoir des sources d'inspiration comme celle de mes voisines. Donc schématiquement, c'est la même chose qu'une start-up ou une entreprise classique, c'est juste qu'on regarde, on cherche à répondre à un défi sociétal. Exactement. Et en plus de développer une solution impact, l'entreprise peut chercher à être responsable par là également. Oui, après, ça va avoir des implications, bien entendu. C'est qu'on ne va pas forcément avoir accès au même type de financement. On ne va pas avoir forcément les mêmes niveaux de marge, de lucrativité. On va avoir des modèles hybrides, parfois avec des ressources, des actions for profit et des actions qui sont not for profit. Donc ça crée une certaine complexité après qu'il faut intégrer. Et puis cette mesure d'impact, qui est un vrai défi, parce qu'on ça demande d'aller chercher des KPIs, des mesures qui sont différentes de celles traditionnelles. Donc c'est un peu les mêmes principes, un peu complexifiés, on va dire. Récemment, je lisais qu'il y avait plusieurs motivations à engager une démarche à impact. Je lisais notamment qu'une entreprise qui a une stratégie RSE avait 13% en plus de performance économique, qu'une entreprise enfin en tout cas les personnes qui cherchaient un nouveau job s'attachaient plus à la stratégie RSE de l'entreprise que le salaire en lui-même dans 79% des cas. Pour vous, quelles
quels pourraient être les arguments pour inciter une entreprise, une start-up, une PME à aller vers une démarche à impact? Ça peut être pour l'ensemble d'entre vous. Je reviendrai à mon propos initial, c'est un peu la quête du sens, quoi. Pourquoi on est là, pourquoi on se réveille le matin, pourquoi on passe parfois des nuits blanches. Voilà, je ne vais pas reprendre le discours des étudiants d'AgroParisTech la semaine dernière, je crois, mais la question de la crise de la quarantaine, pour certains, ça approche de dire, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai construit, à quoi j'ai contribué, est-ce que j'ai fait plus de bien que de mal, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est des salariés, des entrepreneurs, mais on est aussi des êtres humains et des citoyens. Et parfois, quand on prend son costume d'employé, qu'on va au boulot, et ben, on met de côté sa casquette citoyenne et personnelle, et à la fin, ça crée des difficultés même de trouver du sens dans ce qu'on fait, dans son quotidien et certaines pertes de motivation. Donc je pense que si on peut aligner effectivement la quête de sens avec son activité quotidienne, c'est ce qui est souhaitable, j'espère, pour le plus grand monde. Donc c'est une recommandation que je partagerai pour motiver à se lancer. Et effectivement, aujourd'hui, les jeunes diplômés, ils questionnent beaucoup plus les pratiques des entreprises. Travailler chez Total aujourd'hui, assumer d'aller travailler chez Total auprès de ses camarades de promo, etc., c'est plus la même chose qu'il y a 20 ans où c'était génial d'aller bosser chez Total, c'était un symbole de réussite. On voit bien qu'il y a des choses ont changé. Et même les belles entreprises qui sont plutôt en vue et qui travaillent beaucoup leur marque employeur, etc., quand il y a un ou deux scandales qui sortent, ça crée des débats, des dégâts sur l'image et la capacité à recruter des personnes. Jean, Marion, j'imagine que c'est un vrai levier pour recruter vos activités au niveau de la fondation, au niveau de Connexio. Oui, et je dirais peut-être pour nous et sur des tendances générales, parce que je pense que je suis aussi peut-être convaincue et je suis un peu biaisée sur cette table ronde que je pense de plus en plus on va voir converger les demandes de dire en fait je veux créer l'impact et je veux en fait faire du business. Je pense que quelquefois on a l'impression quand on parle avec certains acteurs que c'est un peu on choisit un camp en fait ou un autre, mais là de plus en plus ce qu'on voit c'est il faut vraiment en fait que ça converge au bout d'un moment, parce que selon en fait les différents sondages on voit même et je parle en fait de notre génération, pas la Gen Z juste après nous, jusqu'à 40% des personnes dans notre génération déjà pensent que en fait un objectif des business doit être pour améliorer la société. Donc quand tu es dans cette mentalité, ça pousse aussi, c'est les consommateurs qui prennent les décisions sur c'est quoi du sustainable sourcing, en fait les différentes chaînes en fait en termes de chaîne de valeur en fait de leurs activités, jusqu'à en fait le recrutement des talents. Est-ce qu'ils ont vraiment des politiques inclusives de recrutement ou autres? Donc je pense que de plus en plus c'est une question de on va être en fait poussé aussi par en fait les tendances du marché, ce que cherchent les consommateurs, aussi pour la rétention des talents aussi. Est-ce que je travaille pour quelque chose qui aligne mes valeurs et aussi ce que je veux aussi créer dans le monde? Donc je pense que c'est de plusieurs côtés. Je pense qu'il y a des bénéfices, mais je pense qu'on commence à voir ça dans l'écosystème. Il y a vraiment cette vraie convergence de ces tendances. Oui, pour rebondir, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, la notion de business et impact n'est pas du tout antinomique. Et au contraire, en fait, pour avoir un impact fort et mobilisé autour, il faut aussi avoir cette notion de business et savoir fédérer aussi des entreprises autour de nous. Effectivement, nous, on voit bien la Content Square Foundation a un vrai levier aussi pour aller chercher des nouveaux talents et notamment des développeurs qui ont envie aussi de coder un web plus inclusif. Donc, c'est aussi un levier très important et on est vraiment dans un changement de tendance, comment on trouve du sens à ce qu'on fait au quotidien. Et moi, c'est ce qui m'a fait lancer ma start-up aussi il y a quelques années. Et j'ai réussi à embarquer avec moi des personnes qui croyaient réellement au projet, qui n'étaient pas payées à leur juste valeur. Mais je crois qu'à un moment donné, voilà, on était soudés et on souhaitait lancer ce projet coûte que coûte pour avoir un vrai impact social et sociétal. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire à la métropole de Lyon avec l'outil de mesure d'impact, c'est à savoir concilier performance économique et performance sociétale. Et en tout cas, j'inviterai tous les personnes de l'Assemblée à scanner le QR code là-bas pour que vous puissiez évaluer votre propre impact, en tout cas le propre impact de votre activité. Emeline, donc on a parlé des motivations. Quelles sont les grandes questions que doit se poser une entreprise au moment de mettre en place une stratégie d'impact ?
Les grandes questions. La première question, c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin sur lesquels, auquel je vais apporter une réponse? Et se poser la question sérieusement et aller faire limite une étude terrain, aller se rencontrer des personnes, aller rencontrer des experts, aller rencontrer des personnes qui vont pouvoir éclairer sur la réalité de ce besoin. Donc il faut être très clair sur ça et très ciblé aussi. Même dans les secteurs associatifs, parfois il y a des projets associatifs qui sont très vagues, très larges. En fait, il faut vraiment dire ce sur quoi on va travailler précisément et ensuite dérouler ce qu'on appelle une théorie du changement. En fait, c'est le jargon du monde de l'impact, c'est la theory of change. C'est démontrer en quoi tout ce qu'on va déployer, les ressources qu'on va mobiliser, les actions qu'on va mener, etc., ont toutes les chances d'aboutir sur les effets attendus. Ces fameuses hypothèses d'effet sur lesquelles Jean a travaillé, essayer de mettre en place des indicateurs qui suivent le changement généré pour les personnes. Donc c'est la base, en fait, c'est vraiment, vous pouvez regarder sur Internet, Theory of Change, vous avez des exemples, c'est ce qui va structurer la stratégie à impact. L'autre sujet, c'est effectivement la question du suivi, de la mesure, etc. C'est que si le système de pilotage, de mesure des résultats n'est pas adossé à la stratégie, on va finalement perdre de vue la boussole. Donc ça demande effectivement à innover, être créatif sur des manières de mesurer ces résultats, sa performance, à travers de nouveaux indicateurs ou de manière qualitative en concertation avec les parties prenantes, parce que tout n'est pas toujours mesurable. Mais si vous posez la question à vos parties prenantes, souvent ils vous sauront vous dire si vous allez dans la bonne direction ou non. Donc ça aussi, c'est complètement louable et intéressant à mettre en place. Juste par rapport à l'Impact Tank, pour aider les acteurs à se retrouver autour de ces sujets-là, notamment sur la question du numérique, on va lancer un observatoire de l'inclusion numérique, notamment avec le groupe SOS et Orange et d'autres partenaires, on a discuté déjà avec Connexio, qui va permettre aussi d'avoir une plateforme en ligne dans laquelle vous allez trouver des éléments sur justement les besoins sociétaux. C'est quoi les besoins liés à l'inclusion numérique? Je pense qu'on va rajouter l'accessibilité. On était beaucoup sur la précarité, mais et la question du handicap, bien évidemment. Ensuite, il y a la question de mettre à disposition des solutions, des exemples de solutions pour que ce soit concret et pas juste abstrait. Là, vous avez eu 2 exemples, mais il y a plus de 20, 30, 40 certainement solutions hyper intéressantes en France et il faut les présenter, faire des études de cas, donc on a vocation à faire ça. Et aussi à faire des préconisations sur la manière de mesurer l'impact de programmes d'inclusion numérique avec des boîtes à outils, des indicateurs clés en main que vous pouvez ensuite vous reprendre, etc. Donc il y a aussi un enjeu de faciliter l'accès à des ressources qui permettent de déployer une stratégie à impact et on s'est donné cette mission-là dans les mois à venir sur le sujet de l'inclusion numérique à côté d'autres thématiques. Donc si je reprends vos propos de tous, donc basiquement créer une entreprise impact, c'est pas tellement différent sauf qu'on s'adresse à un défi sociétal. Ensuite, en particularité, on essaye d'associer l'ensemble des parties prenantes pour voir comment on résout ce problème sociétal. Et ensuite, on met le process de création classique, on mesure, on évalue, etc. Parfait, merci. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'est-ce qu'une entreprise durable? Ça pourrait être très long d'y répondre, comme qu'est-ce qu'un business plan ou un business model durable, etc. Par contre, peut-être pour conclure, j'ai envie de vous poser, de vous faire agir à une phrase, à savoir l'entreprise sera impact ou ne sera pas. J'aimerais bien avoir vos sensations par rapport vos ressentis par rapport à cette phrase. Alors moi, je veux un monde dans lequel les entreprises sont à impact. En fait, c'est aussi un choix politique, de vision de société. Et donc, oui, le gouvernement précédent, avec Olivia Grégoire, qui était secrétaire d'État à l'économie sociale, responsable et solidaire dans l'autre sens, elle a lancé une plateforme impact.gouv.fr. Et en intervention, elle avait évoqué qu'elle aurait aimé s'appeler la secrétaire d'État à Impact, voilà, quelque chose autour de ça. Donc on voit que c'est une volonté aussi d'insuffler une vision dans laquelle les entreprises seraient pleinement responsables de leurs effets négatifs, essaieraient de les réduire et si possible contribueraient positivement aux enjeux sociétaux. Et j'espère que le nouveau gouvernement ira aussi dans cette même direction. Marion ? Oui, l'entreprise de demain doit être à impact. Il n'y a pas de sujet là-dessus, effectivement. Moi, j'aimerais parler par rapport à la transformation digitale qu'on a vue aussi. Finalement, c'est une évidence aujourd'hui de mettre la transformation, le digital au sein de sa politique. Et bien demain, il faudrait que ça soit une évidence en fait de mettre l'impact dans la création et dans sa politique d'entreprise. Donc, je te rejoins à 100%, Emeline, sur ce sujet.
Jean, même question, même réaction? Oui, je pense que je vais être encore plus optimiste. Je pense, vu les enjeux de notre société, le changement climatique, d'autres enjeux qui vont venir, je pense qu'il faut non seulement avoir des entreprises impact, même des licornes impact, parce qu'il faut voir des entreprises qui soient capables de scaler, d'être en fait à une certaine échelle pour répondre à des besoins énormes en face de nous. En tout cas, merci à nos 3 intervenantes. Merci pour votre attention. Merci. Et bonne soirée. Merci pour l'animation. 1, 2. Je vais reprendre la parole juste 30 secondes pour la fin, pour faire la clôture de cette belle journée. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Du coup, je vais faire monter les équipes sur scène pour les... Je vous prends encore 30 secondes d'attention. Je pense qu'il y a traditionnellement, effectivement, il est très très important de faire un mot de conclusion, mais je ne la ferai pas sans les équipes, parce que c'est elles qui ont fait tout le boulot pour que cette programmation ait lieu aujourd'hui. Donc je les invite à monter avec moi sur scène. Je sais que dehors, ils nous entendent aussi, mais ils sont déjà en train de boire des canons. Vous inquiétez pas, on arrive. Mais voilà, donc je voulais vous présenter les backstage de Hachette, la force, la puissance, l'humilité, le travail, tout ça, tous ces gens qui ont contribué à cette belle journée et tous les gens qui nous ont aidés également. Je remercie évidemment tous nos partenaires dont la liste est présente sur le panneau là-bas. Voilà. Le problème, c'est qu'on a une scène trop petite. Oui, c'est ça en fait. Moi, je vais m'effacer, je vais derrière la plante. Et la photo est là-bas. Merci. Et un immense merci à Culture Next aussi qui nous a aidés à préparer cette journée. Merci à tous les partenaires, merci à tous ceux qui ont participé. Et merci aux 800 personnes qui étaient là aujourd'hui.